Espace TV, le 22h. Bonsoir, bienvenue aux 22h d'Espace TV. À la une de l'actualité ce soir, nous sommes le 28 septembre, une date à double sens dans l'histoire de la Guinée. Le vote contre le projet de communauté proposé par la France et les massacres du 28 septembre où plus d'une centaine d'opposants ont été tués. Nous reviendrons de long en large sur la portée de cette date avec des témoignages et reportages dans ce journal. Vers la mise en place par la CENI des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales en prélude de la tenue des élections législatives. Après la commune de Ratoma, des commissaires de l'organe électoral ont rencontré ce samedi le comité interparti de la commune de Matoto. Enfin, au Zimbabwe, le cercueil contenant la dépouille de l'ex-président Robert Mugabe est arrivé dans son village natal de Katuma avant son enterrement. Voilà pour le sommaire de ce 22h, soyez les bienvenus. Nous sommes le 28 septembre, une date qui marque fortement l'histoire de la Guinée. Cette date a un double sens. Tout d'abord, le vote à plus de 95% contre le projet de communauté voulu par le général Charles de Gaulle. Après ce vote historique, la Guinée proclame son indépendance le 2 octobre 1958. Pour Charles de Gaulle, c'est un affront. La République de Guinée ne bénéficiera d'aucun investissement français. Les fonctionnaires de la République française sont priés de partir au plus vite de la Guinée. La rencontre entre Sékou Touré et Charles de Gaulle, deux discours pour l'histoire, suivez. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Car tout assujettissement, toute contrainte imposée et subie dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être inférieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. On a parlé d'indépendance, je dis ici plus haut encore qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Le 28 septembre 1958, la Guinée réaffirme sa volonté d'aspirer à son indépendance, proclamée 4 jours plus tard sous l'impulsion du président Ahmed Sékou Touré. À cette occasion, notre rédaction a rencontré un des compagnons de l'indépendance qui se souvient encore de cette époque. Décryptage de Kadia Diallo. L'analyse logique et une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières. Ce 28 septembre marque la date commémorative du non-référendaire de 1958. 61 ans après cette déclaration de feu Ahmed Sékou Touré, un de ses compagnons de lutte se souvient encore des faits ponctués. C'est mal connaître le président Sékou Touré croyant que le général de Gaulle allait infléchir la position guinéenne. Donc il est arrivé ici le 25 août. J'étais là. De Gaulle, en arrivant à Conakry, a été accueilli avec enthousiasme. Et il ne savait pas qu'il marchait sur du sable mouvant. La Guinée ouvre la brèche d'accession aux indépendances pour nombre de pays africains. Une audace que salue cette ancienne figure du régime Sékou Touré. Il y a une phrase qui a bouleversé. Il a dit ce jour-là, nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Cette date n'est plus célébrée en Guinée en dépit de ce qu'elle représente pour le pays. Aucune raison ne devait cependant prévaloir à cet effet. Biro Kanté fustige ce comportement laxiste qu'il juge aussi insoutenable de la part de l'élite guinéenne qui demeure dans le refus d'assumer le passé de la Guinée. Étant un des rares compagnons du président Sékou Touré, j'assume tout ce qui a été fait de positif ou de négatif, j'assume. Parce que je suis fier d'être là aujourd'hui encore devant vous. L'histoire de la Guinée peine à être assumée par l'élite. Cette indépendance chèrement acquise dans la douleur mérite honneur.
Restons toujours avec cette date historique. La Guinée, 61 ans après, remémore son passé glorieux, une fierté qui a été mise à rude épreuve au fil du temps. 61 ans après, que faut-il retenir? Quelles sont les périodes qui ont marqué l'histoire de la Guinée? Élément de réponse dans ce commentaire signé Djibril Ba. Le 25 août 1958, sans doute date historique très marquante de la vie politique de la Guinée. Chemin faisant, les Guinéens ont décidé de prendre leur destin en main en votant non à l'impérialisme français à partir du 28 septembre et accèdent à l'indépendance le 2 octobre 1958. Quelques années après, la politique de Sékou Touré n'a pas été sans conséquences. D'une part, le général de Gaulle a dit nous avons parlé d'indépendance. Je dis ici, plus haut qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle, mais elle en tirera les conséquences et votre pays pourra, comme il voudra, suivre la route qu'il voudra. La volonté de Sékou Touré de voir la Guinée se libérer du joug colonial se résumait en 3 expressions. Non à la communauté française proposée à l'époque par le général de Gaulle, non à l'esclavage, oui à la coopération avec les Français. Ces propos, il les avait martelés toujours quand l'occasion se présentait. Avec la France, nous n'avons jamais eu de rupture réelle. Il y a eu l'incompréhension, il y a eu même des animosités entre quelques groupes et nous. Mais quant au peuple français que nous connaissons, que nous admirons, il n'y a pas eu de rupture, il ne peut pas y avoir de rupture. Pourquoi? Notre fusion totale est faite dans la communauté des idéaux choisis. La Guinée, jeune État qui venait à peine d'accéder à son indépendance, faisait face à des agressions, à des complots, des mercenariats, tout cela pour déstabiliser un peuple laissé à son sort, à son histoire, car le colon français avait tout emporté suite à la volte-face du camarade Ahmed Sékou Touré, qui a préféré la liberté dans la pauvreté qu'à la richesse dans l'esclavage. Sékou Touré isolé, abandonné, alors il va tenter de se tourner vers les pays de l'Est et entamer tout azimut un balai diplomatique vers les États-Unis. On a eu quand même une expérience extraordinaire avec Sékou Touré. Le pays était géré démocratiquement du sommet à la base. Il y avait des réunions dans tous les quartiers tous les vendredis, et ça montait comme ça jusqu'au bureau politique. Donc le pays, et puis chaque citoyen recevait son riz, son huile, son savon, ses vêtements. L'histoire retiendra durant ces 60 ans de la vie politique de la Guinée un régime libéral prôné par Lansana Conté. Il a ouvert la voie au multipartisme. À la suite de son décès en décembre 2008, son pays se trouve encore dans les mains des militaires. La recette donne des violences politiques et son peuple renoue avec ses réminiscences, longtemps vécues et a du mal à s'en débarrasser. Au soir d'une transition, un président démocratiquement élu redonne de l'espoir, mais sous peu, son régime est tiraillé par des manifestations politiques violemment réprimées. Alpha Condé avait pourtant promis de favoriser la réconciliation, peut-être incompris par ses adversaires politiques. D'une tension politique à une autre, la Guinée malgré tout a su pendant 61 ans se relever. Eux, ses fils, devant l'impossible, ont essayé de s'unir. Alors, si la date du 28 septembre marque le nom au général de Gaulle et l'amorce de l'indépendance de la Guinée, cette date marque aussi la commémoration des massacres du 28 septembre 2009 sous la junte militaire où plus de 150 personnes ont été tuées. 10 ans après ces douloureux événements, les rescapés se souviennent encore. Nous avons rencontré un des rescapés présents au stade ce jour. Al-Gassim Yaliba et Ibrahim Souma ont recueilli son témoignage. Suivez le reportage. 10 ans après les massacres du 28 septembre 2009, Jordan, comme on l'appelle, se souvient encore de ce lundi matin. À l'époque célibataire et militant engagé d'un parti politique, rien ne pouvait l'empêcher de répondre à l'appel des politiques. Lorsque je partais, la dame qui était logée là
Donc elle m'avait dit de ne pas aller, donc, parce que la manifestation était interdite. Quand je suis allé là-bas, donc j'ai trouvé des gens là-bas. Il y avait du monde. Ça dansait, ça criait. Mais la fête n'a duré que quelques minutes. Le temps d'une discussion entre forces vives et forces de l'ordre sur l'autorisation ou non de la manifestation. Je suis rentré dans le stade le 28 septembre. J'ai dépassé le gazon, j'ai sauté les grillages. Après, vers Sahara là-bas, les portails, tout le monde voulait sortir. Je vous assure, ce que j'ai vu là-bas, c'est horrible. À l'intérieur du stade, des massacres ont eu lieu et une centaine de personnes ont été tuées selon des organisations de défense des droits humains. Moi, ce que je veux vous dire, c'est la volonté du bon Dieu qui m'a fait sortir là-bas. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas la force de quelqu'un. Jordan a eu la chance que beaucoup n'avaient pas eu ce jour. Les traumatismes d'une journée d'une rare violence ne quittent pas ce rescapé de ces événements douloureux. Des fois, quand je me couche, il y a des gens, je pense beaucoup à ça. Aujourd'hui, marié et père d'un enfant, ce peintre estime avoir gagné de la maturité. Moi, depuis ce jour-là, je me suis un peu retiré des mouvements. Donc, tout ce que les partis politiques demandent maintenant, je suis à la maison, je ne sors plus maintenant dans ces mouvements-là. À 30 ans, Alpha Mahmoudouba souhaite que justice soit rendue pour toutes les victimes. Il se demande surtout qui sont ceux qui ont été auteurs de cette barbarie qu'il a vue ce jour au stade. Et puis, en plus bref, plusieurs membres du mouvement Sékou Touréisme ont été arrêtés ce samedi par la police. Ils étaient sortis célébrer le nom du référendum gaulliste tenu le 28 septembre 1958 à travers une marche pacifique qui a été vite dispersée et quelques responsables mis aux arrêts. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la célébration des festivités marquant le 61e anniversaire de notre indépendance, l'Office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie de Guinée-Onassig, en collaboration avec le Centre culturel franco-guinéen, organise du 26 septembre au 26 octobre 2019 une exposition photo sous le thème Guinée en images. Les activités ont démarré jeudi sous la présidence du ministre des Sports et de la Culture. Compte rendu, Mariam Foudé Kamara, Aboubakar Din Kamara. Basée sur les clichés des premiers photographes du pays, cette exposition vise à retracer une partie de l'histoire de la Guinée à la nouvelle génération. Nul n'ignore combien de fois la photographie a contribué à la fixation et à la conservation de notre mémoire collective, qui est l'une des missions principales de notre institution. Ainsi, durant un mois, nous invitons le public guinéen et d'autres visiteurs à découvrir ces œuvres démontrant non seulement le talent des photographes d'alors et leur professionnalisme depuis les premières heures de notre indépendance. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités du secteur culturel. Prenant la parole, le ministre des Sports et de la Culture a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence à la mémoire des photographes disparus et de l'ancien président français Jacques Chirac, qui fut l'inaugurateur du centre culturel franco-guinéen. Pendant un mois, le public guinéen, toute génération confondue et d'autres visiteurs vont découvrir et redécouvrir un pan de notre mémoire collective, notamment de 1958 à 1960. Mesdames et messieurs, chers photographes. Ce compagnon de l'indépendance revient sur l'importance de la photographie. La Guinée a une chance unique. On a su graver sur le support durable, sur pellicule photographique et cinématographique, la marche de notre peuple pour son indépendance, pour sa contribution à l'OUA. Vous pouvez trouver en Guinée les images de tous les premiers présidents africains. Et aujourd'hui encore, les photographes et les cinéastes doivent continuer à graver les transformations que notre pays est en train de subir dans le sens positif. Le hall du CCFG reste donc ouvert durant un mois aux Guinéens pour contempler l'âge d'or de la photographie dans toute son esthétique.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette date historique du 28 septembre 1958 et de l'autre côté, le 28 septembre 2009, avec les massacres au stade du 28 septembre. De l'histoire, on passe à la politique à présent dans ce 22 heures. Après l'installation des démembrements, le comité interparti s'est retrouvé ce samedi dans la commune de Matoto. L'objectif, lancer les activités de l'installation des KRL, mais aussi l'opération d'identification des électeurs pour un fichier électoral propre. Cette rencontre a connu la participation des chefs de quartier. Selon David Camara, commissaire de la CENI, l'installation des KRL aura lieu dans les prochains jours pour le respect de la date du 28 décembre. Mamadou Saliouba, Lamine Silla. Tenir les législatives le 28 décembre est un défi pour la CENI. Alors, l'institution ne perd pas du temps. Après l'installation des démembrements, le comité interparti se retrouve à Matoto pour discuter de la mise en place des KRL dans les prochains jours. Ils vont être installés dès le début de la semaine parce que notre composition obéit aussi à une loi qui est la loi 16, qui est l'article 16 du code électoral révisé. Il y aura 5 membres dans chaque KRL. Les KRL, commission administrative d'établissement et de révision des listes électorales, auront pour mission identifier les électeurs et aider à assainir les listes électorales. Un processus minutieux qui sollicite l'implication des chefs de quartier. Et ce fichier, pour l'assainir, je pense que nous avons énormément besoin de chefs de quartier et de secteur qui connaissent mieux leur population que l'administration qui se trouve à des centaines ou à des dizaines de kilomètres. Donc nous comptons sérieusement les impliquer pour toutes les opérations de logistique et d'intendance pour nous permettre justement de bien faire cette opération d'identification des électeurs. En 2015, 144 KRL ont été mis en place dans la commune de Matoto. Cette fois, ce sont 237 KRL qui seront installés dans les 38 quartiers de la commune. Une augmentation qui se justifie par la croissance de la population et par la motivation de la CENI à aller vite. Là où il y a beaucoup plus de concentration des électeurs, nous avons renforcé le nombre de kits. Donc nous avons 237 kits pour 223 secteurs. Donc chaque secteur va avoir un kit. Et les autres secteurs où il y a beaucoup plus d'électeurs, on va renforcer le nombre de kits pour pouvoir de façon professionnelle et rapide identifier les électeurs. Pour la réussite de l'opération, les anciennes données ont été affichées. Nombre de KRL, nombre d'électeurs par quartier pour permettre aux chefs de quartier d'avoir une idée. Les opérations d'identification prendront 10 jours. 16 bacs à ordures remis au ministère de l'Assainissement, 250 autres devraient suivre. C'est l'information qui a marqué ce dernier samedi d'assainissement. Le Premier ministre qui a procédé à cette remise reconnaît que le défi de l'insalubrité dans la capitale reste encore énorme, mais avec la collaboration des populations, il est possible de gagner le pari. Alseni Bari, Abokore Akourma. Cette journée du samedi d'assainissement commence par un don à la mairie de Ratoma. Des pelles, des balais, des gants et autres équipements sont remis à cette collectivité. L'objectif, renforcer les capacités de la commune dans le cadre de la gestion des ordures. Il faut savoir que les PME que nous avons sur place sont bien organisés et ils font le travail conséquemment de ramassage des ordures et de les envoyer là où il faut. Ce travail-là, nous sommes en train de le faire depuis un certain temps. On ne se repose pas du tout. Ça, c'est pour tous les jours. Bien que le travail que nous sommes en train de faire au niveau de l'État se fait une fois par mois, avant ça, nous sommes en train de faire un travail conséquent. Les terre-pleins, les artères, quelques coins de la municipalité sont débarrassés des immondices. Les points de regroupement, les bacs à ordures, voilà des défis que tente de surmonter le gouvernement. Pour l'occasion, le ministère de l'Assainissement a bénéficié sous l'auspice du Premier ministre des bacs à ordures. Désormais, les ordures ne seront plus à même le sol,
seront déversés dans ce bac à ordures. Et il y a des camions qu'on appelle les lève-conteneurs qui viendront enlever de façon régulière et changer les bacs. C'est dans ce cadre-là que ces bacs-là ont été commandés. À la date d'aujourd'hui, nous avons 120 qui sont en cours de montage, 50 sont prêts, 16 ont déjà été livrés il y a quelques jours, les 50 vont également suivre. Et à très court terme, nous avons 200 autres qui vont venir s'ajouter à ce que vous avez. S'il faut d'une part se réjouir de ces bacs à ordures, force est de noter que Conakry est loin d'en finir avec l'insalubrité, reconnaît le Premier ministre. Kassouri Fofana invite les populations à plus de responsabilités dans la gestion des ordures. Dans cette problématique, chacun doit s'y mettre, chacun doit jouer sa partition. La population doit veiller à ce que les ordures ne soient pas lancées n'importe comment, jetées n'importe comment. N'est-ce pas? Une discipline où on les pose, veiller à ce que ce soit là, ne pas mettre dans des fosses qu'on a décurées. Cette initiative a lieu chaque dernier samedi du mois, une manière de stimuler les citoyens pour rendre propre la capitale. Assainissement encore, les 5 communes de Conakry viennent de signer une convention avec l'Union européenne à travers une ONG locale. Elle consiste à accorder un appui technique et financier à ces communes pour leur permettre de combattre l'insalubrité. Mamadou Kalisso commente les images de Mohamed Aloussen Kamara. L'Union européenne, à travers une ONG de la place, vient d'appuyer techniquement et financièrement les 5 communes de Conakry. Ces gestes interviennent dans le cadre de l'assainissement, particulièrement la gestion des déchets solides. La chaîne de nettoyage va voir le jour. Ça avait un peu traîné, mais cette fois-ci, ça commencera à voir le jour parce que c'est prévu la construction rapide des centres de transit des ordures. Les PME seront entretenus et auront la facilité de transférer les ordures au niveau des centres de transfert. C'est ce qui posait énormément de problèmes au niveau des PME et au niveau des bases dans les quartiers. À Kaloum, par exemple, des initiatives existaient, mais les moyens faisaient défaut. Avec cette convention qui vient d'être signée, le maire de Kaloum garde de l'espoir. Nous avons un devoir de redevabilité vis-à-vis de nos populations, auxquelles nous avons tenu des promesses parmi lesquelles nous avons parlé d'assainir leur environnement. Et aujourd'hui, il nous est difficile de parvenir à cela. Nous saluons donc cette initiative et nous espérons que ce projet aboutira. Les responsables saluent cette initiative et promettent d'accompagner les petites et moyennes entreprises qui seront déployées sur le terrain. Les enseignants contractuels exigent leur intégration sans condition à la fonction publique et cela avant la rentrée scolaire prévue le 3 octobre. Ce samedi, à l'occasion de leur assemblée générale, ils ont réitéré leur engagement à gagner ce pari. Reportage Mamadou Bouléré Diallo, Mohamed Aloussen Kamara. À l'approche de la rentrée scolaire 2019-2020, ces enseignants contractuels de Guinée exigent leur intégration à la fonction publique. Sans condition, sans concours, sans évaluation. Dans ce dossier, ces enseignants contractuels voient une mauvaise foi des autorités éducatives. Le coordinateur national de ce mouvement se souvient que lorsque l'État a eu besoin de leurs services, tout a été réglé dans un délai record. C'est la dernière minute du combat. Et il faudrait que nous soyons très vigilants, très vigilants. Nous voulons une entrée collective et apaisée, mais pas question de reculer, scandent ces enseignants. Pour aller vite, ils font une proposition à l'État. Ils refusent de prendre des décisions pour notre intégration. Alors qu'ils le fassent maintenant là. S'ils ne le font pas, nous allons les faire faire. C'est ça la vérité. Ces enseignants contractuels de Guinée soupçonnent des infiltrés dans leur rang. Le coordinateur national invite ses collègues à la vigilance. Tous ceux qui vont jouer avec le dossier des enseignants contractuels que nous sommes, nous verra sur son chemin. Nous l'avons toujours dit. Et on ne va pas encore reculer de le dire.
Nous allons continuer à le dire jusqu'à la satisfaction de nos points de revendication. Si leur intégration n'est pas actée avant la rentrée scolaire prévue le 3 octobre prochain, ils promettent d'user de tous les moyens légaux pour obtenir ce qu'ils veulent. Comme souvent, ils ont récité la Fatiha pour implorer la grâce de Dieu et maudire ceux qui bloquent leur dossier d'avenir, disent-ils, au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cap à présent sur l'intérieur du pays, la nationale Boké via Sangaredi se trouve dans un état de dégradation poussée 2 ans avant. C'est par l'entremise de ce trajet que la société UMS transportait la bauxite de la compagnie de Guinée Aluminium Corporation en destination du port de Kamsar. Cette situation préoccupe les usagers et l'ensemble des populations de la région plongées dans une angoisse indescriptible. Commentaire Kadia Diallo. Cette route est bien la nationale Boké via Sangaredi. 70 km séparent les deux villes. Sa dégradation poussée inquiète les populations. De nids de poules sur la quasi-totalité, qui, en raison de l'abondance des pluies torrentielles, se sont transformés en véritables obstacles. La dégradation de cette route nationale s'opère de manière progressive et effrayante par endroits. Le constat est tangible et alarmant pour la région qui regorge une dizaine de compagnies minières. Les usagers de cette route interpellent plus d'un l'État quant à la nécessité d'orienter son plan de réhabilitation sur cette route, construite allant de 2003 à 2004 par la compagnie de bauxite de Guinée sur sollicitation de feu général Lansana Conté à hauteur d'environ 19 millions de dollars. Pour nombre d'observateurs, Boké étant une zone éminemment économique et spéciale devrait bénéficier des infrastructures en conséquence, sachant que la sous-préfecture de Sangaredi à elle seule regorge 4 multinationales. Le mouvement des sapeurs guinéens a consacré la journée du jeudi à l'assainissement dans le quartier Taouya. Nous sommes dans la commune de Ratoma. Cette association a pour vision de lutter contre l'insalubrité à Conakry. Rosaline Gotomounemo, Ibrahima Sori Sengsoma. Sortez toujours bien propre, dans la santé, Conakry zéro déchet. Tel est le thème choisi par le mouvement des sapeurs guinéens à l'occasion de cette journée d'assainissement. Composée d'étudiants diplômés et élèves, cette structure évolue autour d'une même vision, celle de rendre salubre la capitale. Cette vision du mouvement des sapeurs guinéens pour une Guinée unie sans pollution et sans décès doit nous interpeller tous. Pour cette association, le pays ne peut pas se développer sans l'implication de la population. À cet effet, elle demande à tout un chacun de mener de façon volontaire des actions réalistes pour la lutte contre l'insalubrité dans le pays. Je voudrais ici rappeler que les préoccupations au sujet de la salubrité publique émanent de la responsabilité de tous les citoyens. D'où je lance un appel solennel à l'encontre du gouvernement et la population de s'associer pour qu'enfin nous puissions mettre un terme adéquat à l'insalubrité pour une ville propre et prospère, mais aussi rappeler qu'en aucun cas, l'État peut être le seul clairvoyant pour développer un pays sans l'appui de la population. Malgré les efforts fournis par les autorités dans l'assainissement de la capitale, ce phénomène d'insalubrité persiste toujours. Voilà donc ce qui concentrait l'actualité nationale dans ce 22h. À présent, on passe à l'actualité africaine. Au Zimbabwe, le cercueil contenant la dépouille de l'ex-président Robert Mugabe arrive avant son enterrement dans son village natal de Kutama samedi. Reportage Djibril Ba. La dépouille de l'ex-président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a été transférée de sa résidence de la capitale Harare à son village natal de Kutuma en préparation de son enterrement prévu samedi. Le corps est arrivé au village aux environs de 19h hier soir, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la famille. Ce transfert marque l'épilogue d'un bras de fer qui oppose depuis des semaines les proches de l'ancien chef de l'État au gouvernement de son successeur Emmerson Mnangagwa autour du lieu de sa dernière demeure. Mort le 6 septembre à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Singapour, Robert Mugabe devait initialement reposer au Panthéon national des héros de la lutte de libération à Harare, ainsi que le souhaitaient les autorités.
Sa famille, dont sa veuve Grace Mugabe, a longtemps exigé qu'il soit enterré dans son village de Koutouma avant de se plier aux exigences du gouvernement. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Si vous souhaitez revoir ce journal, rendez-vous sur notre site d'information espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes. Musiciens guinéens d'ici ou d'ailleurs,